Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, le président kenyan Uhuru Kenyatta qui s'est envolé ce mardi vers La Haye pour répondre à la convention de la Cour pénale internationale et l'a nommé temporairement son vice-président William Ruto, président en exercice. Fin hier du dialogue entre l'opposition et le gouvernement sans même entamer le fond du sujet. Les deux camps n'ont pas pu s'entendre sur le sort réservé aux propositions non consensuelles. Et nous ouvrons ce journal avec cette image du président kenyan Uhuru Kenyatta quittant ce mardi Nairobi à destination de La Haye. Uhuru Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales de fin 2007. Il doit comparaître mercredi devant la Cour pénale internationale. Kenyatta a délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto. Je vous propose de l'écouter. Je prends aujourd'hui une mesure extraordinaire et sans précédent en application de l'article 1473 de la Constitution. Pendant que je serai à La Haye aux Pays-Bas, le vice-président William Ruto agira en tant que président. Des accusations sans fondement et sans preuve sont toujours à l'ordre du jour. Mes accusateurs, à la fois mes compatriotes et étrangers, ont dépeint une image infâme de la plupart des leaders africains, les décrivant comme l'incarnation de la corruption et de l'impunité. Au Burkina Faso, le dialogue politique a pris fin hier sans résultat. L'annonce a été faite par la majorité, puis ensuite par l'opposition. La majorité présidentielle impute l'échec à l'opposition et annonce que les concertations vont se poursuivre dans d'autres cadres. Le dialogue politique initié par le président du Faso le 23 septembre dernier entre la majorité et l'opposition réunie autour du chef de file de l'opposition n'a finalement pas porté fruit. Les deux partis se quittent sur un constat d'échec et c'est la majorité qui a porté la nouvelle ce lundi en fin de matinée. Pour le coprésident du dialogue politique représentant la majorité, c'est l'opposition qui porte la responsabilité de l'échec du dialogue qui avait suscité tant d'espoir dans la classe politique et chez les citoyens. Dès le début du dialogue, la majorité s'est montrée très ouverte et prête à des fléchissements de ses positions, à des rapprochements de ses positions avec celles de l'opposition, en vue naturellement de trouver un compromis qui renforce la démocratie, qui renforce la paix et qui renforce également le dialogue entre frères et sœurs d'une même nation. Pour la majorité, le dialogue se poursuit dans le cadre du Front républicain qui réunit aussi bien des partis de la majorité que de l'opposition. Le président ivoirien a foulé hier le sol de la capitale sud-coréenne. Une visite de 4 jours axée sur la coopération entre les deux pays. Alassane Ouattara, invité par la présidente de la République de Corée, a été accueilli par le vice-ministre coréen des Affaires étrangères. À son arrivée à l'aéroport de Séoul, le président de la République a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yol. Des honneurs militaires ponctués de l'hymne national coréen et de l'abidjanaise ont été rendus au chef de l'État par cette section composée des gardes d'honneur de l'armée, de la marine et de la garde d'honneur traditionnelle. Des membres du gouvernement et des ambassadeurs africains ont tenu à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très heureux d'être en Corée. C'est un grand bonheur d'être en Corée. Vous savez, ce pays est un pays modèle en matière d'évolution économique comme politique. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée.
Et nous sommes convenus donc de venir voir les autorités, échanger avec elles et aussi leur parler de la Côte d'Ivoire, de nos ambitions, des progrès qui sont réalisés et nous inspirer davantage pour aller plus vite dans la réalisation des vœux des Ivoiriens. Pour cette première visite d'un président ivoirien dans le pays du matin calme, un programme minutieusement élaboré, meublé d'entretiens de haut niveau, avec la présidente coréenne Park Geun-hye à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Des échanges avec le président de l'agence coréenne de coopération KOICA. Plusieurs accords de coopération seront signés et des rencontres avec les dirigeants des grandes firmes nationales telles que Samsung, qui font la fierté de ce pays considéré comme la 13e puissance économique au monde. En Guinée, le ministère de l'Agriculture évalue le poids de la crise provoquée par la fièvre hémorragique Ebola. L'enquête qui porte sur l'impact de l'épidémie sur la sécurité alimentaire se fait en collaboration avec la FAO et le Programme alimentaire mondial. Cette série de signatures scelle un protocole d'accord entre le ministère de l'Agriculture et ses partenaires traditionnels, le PAM et la FAO. Objectif enclenché avec diligence un inventaire de l'impact de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur la sécurité alimentaire. C'est important pour tous les partenaires, notamment pour le PAM, comme on est en train de mener une réponse d'urgence, une réponse alimentaire et nutritionnelle d'urgence sur 6 mois. Et ces informations qui vont sortir de cette enquête vont nous permettre de formuler la réponse plus long terme. Quelles seront les activités nécessaires sur le terrain pour vraiment appuyer les populations dans le bon sens. Au jour d'aujourd'hui, à défaut de ces informations, la FAO est en train d'appuyer les autres agences des Nations Unies sur la mobilisation sociale. Donc bientôt, nous allons préparer une mission sur le terrain et qui va former les agents de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts pour qu'eux, ensuite, puissent prendre le relève pour sensibiliser les communautés rurales. La production du sud du pays, épicentre de l'épidémie, est touchée de plein fouet à quelques endroits. Le business des marchés transfrontaliers est aussi en perte de vitesse, avec pour conséquence une baisse drastique des prix des produits agricoles. Cette étude de l'impact de la fièvre hémorragique à virus Ebola aide à relever un autre défi, à savoir la planification de la prochaine campagne agricole. Parlons toujours Ebola, cette fois-ci hors de nos frontières. En Espagne, une aide soignante a contracté le virus au contact d'un patient à Madrid. Il s'agit de la première contamination hors du continent africain. L'aide soignante s'occupait le mois dernier de 2 missionnaires infectés par l'épidémie. Un transfert sous haute escorte lundi soir en banlieue de Madrid. Au milieu des véhicules de police, des ambulances. À bord de l'une d'entre elles, l'infirmière espagnole de 40 ans infectée par le virus Ebola. C'est le premier cas de contamination hors d'Afrique de l'Ouest et sur le sol européen. Direction l'hôpital Carlos III, là où, selon toute vraisemblance, l'aide-soignante aurait été contaminée. C'est là, confirment les autorités espagnoles, qu'elle a soigné le mois dernier un prêtre atteint par le virus. La patiente est partie en vacances le lendemain du décès du patient, le père Garcia Viejo. Elle a commencé à se sentir mal la nuit du 30 septembre et a contacté les services de prévention. Elle est suivie depuis. Le père Garcia Viejo, médecin et directeur d'hôpital en Sierra Leone, avait été rapatrié le 22 septembre dernier. Il meurt 3 jours plus tard. Selon l'hôpital, l'infirmière ne serait entrée que 2 fois dans sa chambre. En août dernier, elle avait également traité un autre missionnaire, Miguel Parares, le premier à avoir été rapatrié après avoir contracté le virus au Libéria, décédé lui aussi. À chaque fois, les autorités espagnoles assurent avoir suivi un strict protocole de mise à l'isolement. Elles tentent de rassurer. Le ministère de la Santé, les administrations de la santé publique et l'aide sanitaire de la communauté de Madrid travaillent de façon coordonnée pour aider de la meilleure manière qui soit la patiente et garantir la sécurité des citoyens.
Un message en direction notamment des personnels soignants de l'hôpital Carlos III, inquiets. Une trentaine, précédemment au contact des prêtres décédés, sont actuellement suivis. Une enquête doit déterminer l'origine de la contamination. L'infirmière espagnole, elle, est dans un état stable. La police désarmée et arrêtée par l'armée, ça vient de se passer au Mexique où les forces fédérales ont pris le contrôle de la ville d'Iguala, une localité où 43 étudiants ont disparu il y a de cela une dizaine de jours. Les forces fédérales patrouillent à Iguala. Désormais, elles contrôlent la ville et mènent l'enquête. Les policiers municipaux encore actifs ont été désarmés. Ce sont les forces fédérales, à travers la gendarmerie, qui assument désormais la sécurité publique de la ville. L'armée mexicaine viendra en renfort si c'est nécessaire. Des mesures prises après l'arrestation d'une vingtaine de policiers d'Iguala, accusés de travailler pour le gang Guerreros Unidos. 2 des membres présumés de ce gang ont d'ailleurs avoué avoir tué 17 des 43 étudiants disparus, selon les autorités locales. Nous devons découvrir la vérité et faire en sorte que la loi soit appliquée contre ceux qui sont responsables de ces crimes, qui sont révoltants, douloureux et inacceptables. Environ 30 corps ont été découverts dans 6 fosses communes près d'Iguala. Impossible d'identifier les dépouilles avant 2 semaines selon les autorités. Mais les proches des étudiants disparus espèrent toujours les voir vivants. En tant que père, je demande aux autorités de récupérer mon fils vivant, comme il était avant d'avoir été enlevé. Nous le voulons vivant. Le 26 septembre, des policiers locaux et des hommes armés non identifiés ont tiré sur des bus d'étudiants venus manifester à Iguala. Plusieurs ont été tués et d'autres, selon des témoins, avaient été emmenés vers une destination inconnue. Retour sur le continent, direction le Sénégal, des moutons qui attendent encore des clients. Il y en a encore à l'appel, plus de 24 heures après la fête de la Tabaski au Sénégal. Le nombre de moutons non vendus est impressionnant. À Dakar, plusieurs points de vente restent peuplés de moutons et paradoxe, les prix demeurent élevés. Le mouton bêle toujours dans la capitale dakaroise alors que ce n'était pas le scénario attendu. Liberté 5, Liberté 6, HLM Grand Médine. Derrière le stade Léopold Sédar Senghor, les vendeurs de moutons peinent à trouver clients. Certains assis sur des nattes prennent le thé, d'autres ont pour compagnon leur portable. À défaut de n'avoir pas trouvé d'acheteurs, ces éleveurs comptent retourner avec leurs moutons. Je ne peux pas les vendre parce que je les ai achetés trop cher. Pas question de les bazarder aussi. Cette année, mon chiffre d'affaires a complètement baissé. Je compte retourner mes moutons à Dodi. Nous comptons rentrer avec nos moutons. Nous n'avons pas fait de bénéfices et c'est dommage. Après la Tabaski, certains Sénégalais ont coutume d'acheter un mouton pour l'élever, mais seuls les prix sont toujours élevés. Je suis venu pour acheter un mouton, pour l'élever pour l'année prochaine, Inch'Allah. Je vais acheter à 40 000 francs. Je trouve que c'est trop cher. Parce que à cette taille, je croyais que je pourrais l'avoir à 25 000 ou 20 000. L'offre a été nettement supérieure à la demande au grand bonheur des consommateurs. Finalement, les craintes d'un marché mal approvisionné ne sont pas vérifiées et ce sont les éleveurs qui désormais devront faire face à l'équation du retour de leurs invendus. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.